à 14 heures, on aurait pu s'accorder un temps élastique. Hein. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer ces tables rondes sur les voyages dans le temps et les paradoxes temporels aux Aventuriales 2016. Et donc, avec moi pour discuter de cette question, Nadia Coste. Bonjour. Jean-Sébastien Guillermo. Bonjour. Et Raymond Milesi. Alors, peut-être pour commencer tout de suite, je vais proposer aux trois auteurs de se présenter très brièvement et surtout en indiquant les ouvrages qui vous paraissent le plus correspondre à ce thème, sachant que vous avez vraisemblablement écrit d'autres choses, donc vous pouvez aussi situer par rapport à vos autres œuvres ce que représente le voyage dans le temps. Nadia Coste. Alors, donc moi, je suis auteur essentiellement de romans pour la jeunesse. J'ai des ouvrages pour les 8-12 ans, et puis pour les ados et plus, et les adultes qui admirent aussi la littérature jeunesse. J'ai publié une vingtaine de romans, et Ascenseur pour le futur, qui est mon roman sur lequel je traite de voyage dans le temps, comme son titre l'indique. Est sorti en août 2014, mais il a une vie qui se prolonge puisqu'il a été sélectionné dans pas mal de prix, donc je continue à en parler, à rencontrer des classes, en général en CM2 6e sur cette tranche d'âge-là, qui est donc un roman sur le voyage dans le temps, jusque-là rien d'extraordinaire. C'est un garçon qui a un petit peu des soucis dans la vie, il s'est arrêté au collège, il fait des grosses crises d'asthme, il a très peur de mourir à cause de ça. Donc il aimerait trouver une solution pour échapper à ses problèmes. Il va découvrir un ascenseur qui lui permet de voyager dans le temps et il va aller voir son futur. Sauf que son futur c'est maintenant, parce que lui vit dans les années 90. Et lui on lui a dit, comme à moi, comme à beaucoup de gens ici, on nous a promis qu'en 2000, je ne parle même pas de 2015-2016, mais on nous a promis qu'en 2000 il y aurait des voitures qui volent, que voilà, on mangerait plus de légumes, il y aurait des petites pilules à la place, qu'on pourrait se téléporter d'un coin à l'autre de la planète et qu'on ferait des vacances sur Mars. Donc ce personnage qui vient des années 90 et qui va voir notre quotidien de maintenant, ce futur extraordinaire pour lui, voilà, il va voir tout ce qui a changé, surtout tout ce qui n'a pas changé, et essayer de trouver des solutions à ses problèmes au passage. Pour vous en dire un tout petit peu plus, on va avoir un personnage de maintenant qui va du coup le suivre aussi dans les années 90, un petit peu comme si on emmenait le lecteur des enfants de cette génération-là, voir comment vivaient leurs parents quand ils avaient leur âge. Donc voilà, c'est de ça que parle Ascenseur pour le futur, essentiellement. Merci beaucoup. Donc je vais demander maintenant à Jean-Sébastien Guillermo de faire un peu le même exercice, de resituer ce qu'il a écrit sur le voyage dans le temps par rapport aux autres œuvres. Très bien, bonjour. Je suis auteur des Pirates de l'Escogriffe, c'est une trilogie publiée chez Brajlon. Et donc c'est l'histoire d'un jeune orphelin à la recherche de son père qui rencontre un vieux capitaine pirate désabusé qui n'a jamais réussi un abordage, qui a fait un équipage un peu loufoque. Et ensemble, ils partent en quête d'un trésor légendaire, d'un univers imaginaire un peu inspiré du 18e, 19e siècle. Et le voyage dans le temps, moi, il intervient surtout, alors désolé, je ne veux pas trop spoiler, bouchez-vous les oreilles, c'est ce que je suis en train de dire. Non, il intervient surtout dans le tome 3. Voilà, il se passe des choses assez intéressantes dans le tome 3. Et il y a notamment un voyage dans le temps, mais dans un univers qui est imaginaire, bien sûr, qui n'a rien à voir, qui a peu de choses à voir avec le nôtre. Voilà. Merci. Donc je vais demander la même chose à Raymond Milesi. Ok, ça marche. Bon, moi, Raymond Milesi, j'écris depuis au moins, et je vois pas comment je pourrais parler d'autre chose que du temps dans tout ce que j'écris. Même quand c'est pas des voyages dans le temps, le problème du temps, je trouve que c'est quelque chose qui m'obsède. Même quand j'écris pas de la science-fiction, et même quand j'écris rien du tout d'ailleurs. Donc j'avais quand même écrit pas mal, j'ai fait quoi 60 à 80 nouvelles, et puis une dizaine de bouquins, recueils, romans. Et il y en a qui portent essentiellement sur le temps. Il y en a surtout deux. C'est Papa, j'ai remonté le temps chez Hachette, livre de poche jeunesse. C'est le bouquin pour la jeunesse, où là c'est carrément le thème, jusqu'à l'époque préhistorique des héros. Et il y a une histoire de famille qui se greffe dessus. Et puis Les Pirates du Temps, qui est dans la série Delcano, aux éditions Armada, où là nous avons carrément des problèmes de lutte entre personnes qui voyagent dans le temps, soit pour le modifier, soit pour qu'il ne soit pas modifié, qui est un des grands thèmes des voyages dans le temps d'ailleurs justement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci. Donc je vais me présenter aussi, parce que je suis à la fois animateur et puis j'ai aussi écrit sur le voyage dans le temps, particulièrement deux romans. Mon premier roman, qui s'appelle L'ère de Cain, qui était le voyage de Cain depuis les zones préhistoriques jusqu'au futur, en passant par un certain nombre d'épisodes, notamment dans les mythes nordiques. Donc un
un voyage dans le temps un peu plus dans le fantastique. Et puis mon quatrième roman, La Tempête de Mozart, qui est carrément beaucoup plus voyage dans le temps, puisque c'est l'histoire d'un milliardaire qui finance la construction d'une machine à voyager dans le temps pour aller chercher Mozart et lui faire écrire un nouvel opéra d'après La Tempête de Shakespeare. Ah, je fais mieux. Alors, voilà. Donc, mais avant d'annoncer la table ronde, donc, je voudrais juste dire quelques mots par rapport au voyage dans le temps, dans le genre science-fiction fantastique, parce que c'est étonnamment un genre qui est beaucoup plus populaire. Parfois, la SF est ghettoisée, c'est un genre un peu mis de côté, considéré comme littérature pas sérieuse, alors que les voyages dans le temps, finalement, sont rentrés dans la culture populaire et vont toucher une population beaucoup plus grande. Alors, c'est peut-être lié un peu au côté science, notamment la relativité, mais même avant la relativité, donc qui était inventée ou présentée par Einstein en 1905, avec une forte relation au paradoxe temporel, Herbert George Wells, sa machine à explorer le temps, est écrit 10 ans avant le voyage dans le temps. Et puis sans doute le voyage dans le temps, c'est l'histoire, et puis une dimension poétique ou romantique, et alors qui a été popularisée notamment par le cinéma, et j'ai noté un certain nombre de films. L'étrange histoire de Benjamin Button, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu avec Brad Pitt, alors, mais d'après une nouvelle de Scott Fitzgerald de 1922, donc ça montre que même dans la littérature non science-fiction américaine, ces questions du temps, c'est un voyage à rebours pour ceux qui ont vu le film, donc quelqu'un qui naît vieux et qui rajeunit tout le long du film, c'est un magnifique film d'ailleurs, ou Hors du temps, donc Time Traveler's Wife, qui est une femme qui rencontre quelqu'un qui a des crises et va voyager dans le temps. On a aussi popularisé par le cinéma La Jetée de Chris Marker, qui a été popularisé un peu plus par le remake L'Armée des Singes de Terry Gilliam. Et puis des choses comme, bien sûr, le Retour vers le futur. Les visiteurs, alors les visiteurs c'est important parce que là on a vraiment du film populaire qui va toucher toute la population française et y compris des gens qui diront qu'ils n'aiment pas la science-fiction. Et puis bon, il y a des choses peut-être plus spécifiques comme Looper, pour ceux qui l'ont vu, Les Tueurs du Temps avec Bruce Willis, Retour vers le futur bien sûr, Interstellar de Christopher Nolan, et puis le très attendu film de Valérian et La Cité des Mille Planètes par Luc Besson. Donc les voyages dans le temps vont revenir et le cinéma permet de leur donner aussi une audience. Mais donc par rapport à ça, je vous propose de partir sur quelques questions et éventuellement en interagissant avec vous, en vous proposant de vous donner la parole. Mais d'abord, donc une première question, ça serait les sources d'inspiration du voyage dans le temps. Pourquoi un écrivain va-t-il écrire sur le voyage dans le temps? Et donc je vais commencer par poser la question à Nadia Coste. Alors moi, j'aime le voyage dans le temps, comme beaucoup de gens, par ce que j'ai pu en lire, ce que j'ai pu en voir au cinéma. Donc ça a toujours été quelque chose où dans un coin de ma tête, je m'étais dit, tiens, je ferai un jour ma propre version du voyage dans le temps, mais je ne savais pas encore comment. Pour ce roman-là, l'évidence est arrivée dans un ascenseur où justement, moi je suis toujours un petit peu forcément dans l'imaginaire, j'ai eu ces petites serrures qui a, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a eu du temps, puis des fois une petite serrure, et je me suis dit à quoi sert cette serrure? Alors, c'est très très terre à terre, on se dit il y a une clé, pour accéder à un étage on n'a pas le droit, bon. Sauf que moi je suis pas trop du genre terre à terre, du coup je me suis dit ça pourrait faire autre chose, ça pourrait transformer cet ascenseur en autre chose. Et cette cabine-là m'a paru extraordinairement utile pour pouvoir faire une machine à voyager dans le temps, en disant on a un espace défini, on monte, on va dans le futur, on descend, on va dans le passé, et le titre Ascenseur pour le futur m'est venu tout de suite avant même d'avoir le reste de l'histoire. Donc j'avais mon moyen de voyager dans le temps, et la question c'était après où aller, où est-ce que j'irais moi si je pouvais voyager dans le temps. Alors, moi, quand j'étais gamine, je faisais pas des crises d'asthme comme mon héros, je faisais des crises de tachycardie qui sont relativement la même chose, sauf que c'est le cœur et pas les poumons. Et ça craint un petit peu quand on a 8-10 ans, on a l'impression qu'on va mourir parce qu'on sait pas ce qui nous arrive. Donc je me suis dit, voilà, je pourrais aller me rassurer quand j'étais gamine pour me dire tout va bien, tu vas pas mourir à cause d'une de ces crises, tu vas grandir, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas même devenir écrivain. Même si je suis pas sûre que je l'aurais cru à l'époque, mais je pourrais faire ça. Sauf que si je faisais ça, j'aurais plus confiance en moi. Donc je ne ferai pas les mêmes choix dans la vie. Donc peut-être que je ne rencontrerai pas mon mari, peut-être que je n'aurai pas mes enfants, et peut-être que je ne deviendrai pas écrivain. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si je pouvais voyager dans le temps, je ne le ferais pas.
Et c'est parti de là, parce que dans l'histoire, c'est le héros qui va construire la machine à voyager dans le temps pour aller se rassurer, mais c'est pas lui qui va l'utiliser, c'est quelqu'un d'autre du futur qui va essayer de venir bouleverser tout ça. Et donc c'est toute la question d'avoir envie de le faire et d'avoir tellement peur de tout bouleverser qu'on le fait pas et tout ce que ça va impliquer. Donc moi c'est voilà, c'est à la fois cette envie de se dire si je pouvais le faire, qu'est-ce que je ferais, et en même temps la réalité qui rattrape en disant mais il faudrait surtout pas le faire parce que ça changerait tout. Voilà. L'inspiration pour ce livre est venue de la machine en premier, on va dire, mais après les thèmes à traiter sur la famille, sur la relation entre les parents et les enfants, c'est des choses qui me touchent de toute façon hors du voyage. Merci. Alors, Jean-Sébastien Guillermo, la source d'inspiration, surtout pour un roman qui apparemment utilise le voyage dans le temps plutôt au bout d'un 3e tome. La source d'inspiration, en fait, elle est liée au contexte de mon histoire, parce que mon voyage dans le temps intervient seulement dans le tome 3, et l'univers dans le tome 3 est menacé, et je me suis toujours demandé quel pouvait être l'impact de personnages sur la réalité, hein, c'est-à-dire si on pouvait modifier, c'est une question d'ailleurs qui nous interpelle tous en tant qu'être humain, si on pouvait changer le passé, est-ce qu'on ne provoquerait pas de nouvelles erreurs? J'avais d'ailleurs adoré, on parlait tout à l'heure de films, mais je ne sais pas si vous avez vu L'Effet Papillon. C'est un excellent film sur le voyage dans le temps. On se rend compte que la moindre modification a des conséquences dramatiques sur la réalité. Pardon ? Ça fait penser à un coup de tonnerre de Ray Bradbury. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce qui m'a intéressé, c'est les conséquences, parce que finalement, vouloir maîtriser le temps, est-ce que c'est pas, au fond, vouloir maîtriser la mort, hein? Il y a un aspect comme mélancolique dans le désir de vouloir contrôler le temps, et c'est ça qui m'a interpellé, surtout avec mes personnages qui sont assez, à la fin, torturés. Merci. Alors, Raymond Milesi, les sources d'inspiration, pourquoi écrire sur le temps? D'abord, juste quelques mots sur l'inspiration. Moi, j'ai toujours, enfin, je n'ai aucune inspiration. C'est quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. C'est une espèce d'entonnoir dans lequel on déviderait des idées. Alors, moi, je ne connais pas. Par contre, j'ai beaucoup de transpiration. Donc, je pense que les idées, non pas qu'elles se créent, mais bon, elles se fabriquent quand même. On peut les découvrir, on peut les solliciter, elles viennent, sinon j'écrirais rien du tout. Mais c'est pas de l'inspiration qui vient comme ça. Ça, j'ai jamais connu. Donc, à partir de là, j'ai quand même écrit des bouquins, des idées. Pourquoi le temps? Alors ça, je me suis souvent posé la question, mais en tout cas, ça m'obsède au jour le jour. Chez moi, il y a des calendriers partout. Je suis absolument obsédé du temps et du décalage temporel. Et petit à petit, par la science, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une idée en l'air. Au niveau des particules, ça fait quand même pas mal de décennies maintenant qu'on voyage dans le temps. Effectivement, ça je ne l'ai pas inventé. Et depuis la physique quantique, on s'est rendu compte que c'était quand même quelque chose qu'il faut étudier. On continue à le faire maintenant. Donc, conforté par des hommes de science, alors que je n'en suis pas du tout, je me suis amusé à inventer aussi des voyages dans le temps, en me rendant compte très vite qu'il y avait deux voyages dans le temps, vers le futur ou vers le passé, bien sûr, et que justement tout était là. Si on va vers le futur, c'est pour savoir. Si on va vers le passé, c'est plutôt pour rectifier. C'est là que ça devient le plus passionnant d'ailleurs la plupart du temps, parce qu'on se bourre, on se plante, on fait des erreurs, et c'est à partir de ces erreurs-là que le récit progresse justement. Et ensuite, qu'on aille soit vers le futur, soit vers le passé, je parle du personnage, le problème principal c'est toujours le retour. Il y a quelque chose qui ne colle pas, et c'est ça qui fait avancer le récit, et c'est ça qui me passionne. C'est ce que j'ai fait dans les bouquins dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pas vraiment de source d'inspiration, mais cette espèce de pensée constante sur le temps, qui est quand même quelque chose d'important. Je dis toujours, de quoi voulez-vous parler d'autre que du temps? C'est ce que je disais déjà tout à l'heure, je vous le redirai. Merci. Alors, moi je vais donc avoir un rapport au temps qui est peut-être plus lié à l'histoire, et notamment les deux livres dans lesquels j'aborde le voyage dans le temps. Donc l'ère de Caïn, c'est parce que dans la Bible, il parle des descendants de Caïn, alors que Caïn disparaît complètement après avoir tué son frère Abel. La Bible dit qu'il a des descendants. Et donc ça a été mon point de départ en me disant, mais finalement pourquoi est-ce qu'il disparaît complètement? La Genèse invente Seth pour dire, puisque Abel est mort et que Caïn est un peu persona non grata. Et en même temps, dans la Genèse, c'est marqué que Dieu met un signe sur la tête de Caïn pour le protéger et qu'il ne soit pas tué. Donc j'en fais une sorte de personnage immortel qui va traverser les âges. Et alors la tempête de Mozart, c'est une autre anecdote historique tout à fait vraie, c'est il y a un biographe
qui a dit que Mozart avait voulu écrire un opéra d'après La Tempête de Shakespeare. Un seul, et c'est vraiment une phrase, c'est le meilleur biographe de Mozart. Il n'explique pas. Il ne dit pas sa source, il ne dit pas pourquoi, mais on sait que Mozart a voulu écrire cet opéra. Et donc, les personnages, un des personnages du roman et sa mère qui est en train de mourir sont obsédés par ça, et ce qui l'amène à justement vouloir construire cette machine pour faire venir Mozart. Donc moi, ça serait plus une accroche historique. Je vais peut-être proposer à la salle. J'interviens juste par rapport à ton histoire à propos de Caïn et de son immortalité, parce que je l'ai traité aussi mais d'une manière différente, parce que moi j'en ai fait un vampire. Plus ou moins, c'est-à-dire inspiré de ça. C'est-à-dire on a la question de l'immortalité, mais plus sur le côté vampire immortel et non pas voyage dans le temps. Donc voilà, c'était juste ma petite intervention. Oui, il y a quelque chose à faire. Mais l'immortalité est une sorte de voyage dans le temps, d'une certaine manière aussi. Peut-être si quelqu'un veut intervenir dans le public, ou on continue sur les questions et on verra après. On continue. Alors, je vais proposer une deuxième question qui est sur le moyen. La machine, est-ce que finalement la machine est importante en tant que telle, en tant qu'aspect technique, ou est-ce que par rapport à l'écriture, il suffit d'admettre qu'on construit une machine à voyager dans le temps, et puis peu importe si c'est possible par rapport à la physique, ou quelle est la dimension plus technique de la machine ou du moyen en tout cas de voyager dans le temps. Alors moi pour le coup, comme le cœur de l'histoire c'est l'ascenseur, forcément la machine est importante. Pour autant c'est un peu un prétexte, dans le sens où il n'y a aucun moment d'explication scientifique qui explique comment cet ascenseur fonctionne. Moi il y a un truc qui m'énerve dans la science-fiction, c'est 3 lignes de calcul pour vous expliquer comment ça marche. Moi c'est pour ça, et je comprends certaines personnes qui disent j'aime pas la science-fiction, c'est trop compliqué. Oui forcément si on a des formules mathématiques dedans, on a moins forcément l'immersion dans l'histoire. Bref, donc j'ai pas d'explication technique et c'est volontaire pour pas assommer le lecteur de côté scientifique. L'ascenseur est important. L'ascenseur met des limites aussi, c'est-à-dire que le voyage dans le temps va être possible du moment où l'ascenseur est construit au moment où il va être détruit, peut-être tard dans le futur. Mais en tout cas, mon personnage ne pourra jamais aller voir les dinosaures. Puisque l'ascenseur n'existait pas à cette époque-là, donc impossible pour lui d'arriver au milieu de rien, un ascenseur qui s'ouvre. Non, cet ascenseur il est lié à l'époque, et lui, au niveau des boutons qui seront pour son voyage dans le temps, ils vont aller de sa date de naissance à 100 ans après, en estimant que voilà, s'il vit 100 ans c'est bien. Donc il a mis 100 ans de possibilité de voyage dans le temps, il va pouvoir voyager entre 1980 et 2080. Donc voilà, on va pas voir toutes les époques, mais en tout cas, le fait d'avoir cette machine-là m'a contraint aussi dans le voyage dans le temps en limitant le temps possible. C'était la question, c'est pourquoi le héros construit cette machine-là. C'est pour se rassurer lui-même. Il ne veut pas devenir explorateur du temps. Il n'a pas besoin d'aller voir le Moyen-Âge. Il n'a pas besoin d'aller avoir une réponse historique. Lui, il veut voyager dans le temps de sa vie. Et finalement, on se rend compte que quand on veut voyager dans le temps de sa vie, on n'est pas si nombreux que ça à vouloir voir notre futur. La plupart des gens que j'ai interrogés en préparant l'histoire, quand ils peuvent voyager entre leur naissance et le jour de leur mort, les 3 quarts du temps, ils vont retrouver un souvenir de leur passé, en fait. Donc voilà, je voulais garder cette contrainte liée à la machine en elle-même pour le voyage dans le temps. Merci. Alors, Jean-Sébastien Guillermo, où est-ce que la machine est importante? Est-ce que le fait de penser aux moyens techniques, ou est-ce qu'il est important de recaler par rapport à la science et à la physique? Est-ce qu'il peut être considéré comme possible ou plausible, ou est-ce que finalement pour vous on peut admettre que le voyage dans le temps est possible et la machine n'importe peu? J'étais bien accueilli dans ce style, alors je ne veux pas créer de polémique, le débat dégénère, mais pour moi je mets en cause même la question du temps. Je sais que c'est paradoxal étant donné que je suis invité à ce genre de débat, mais pour moi, au regard du présent, le passé est mort, le futur n'existe pas encore. Et je ne vois pas comment on pourrait parler de temps, de présent qui pourrait exister, suspendu entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour moi déjà le temps physique il n'a pas d'existence propre, puisqu'on ne peut pas concevoir un temps distinct avec des instants qui le composent, c'est impossible. Si on réfléchit un petit peu, ça n'a pas de sens. Et donc en fait, si vous voulez, si on commence à penser à des événements passés, présents, futurs, on se rend compte qu'ils sont des existences qui sont mutuellement dépendants
Et donc finalement, avant de parler même de machine, on peut surtout questionner la réalité. Qu'est-ce que la réalité en fait? Moi, c'est ce que le voyage dans le temps me fait poser comme question. Et du coup, dans le tome 3, bon, le tome 3 est un peu plus métaphysique dans le sens où... non, je ne spoil pas, pardon. Je ne dis rien. Levez le bouclier. Mais, oui, bon, parler de machine, c'est assez compliqué pour moi. Avant même de parler de machine, il y a... le voyage dans le temps, c'est une introspection spirituelle. Mais, bon... Après, je ne veux pas rentrer dans faire du hors-sujet, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, quelle machine, pour quel voyage dans le temps? Pour moi, on parle aujourd'hui de voyage dans le temps, il faudrait utiliser le pluriel. Les voyages dans le temps, pour moi, avec différentes conceptions de voyage dans le temps. Et donc forcément, différentes machines. J'espère ne pas avoir été trop pneumatique. Raymond Milesi, c'est la machine. C'était quoi la question déjà? La question c'était... qui suit moyennement. Hein. La question c'était de savoir si c'était important pour décrire, d'avoir un moyen physique ou une machine qui soit reliée à une plausibilité scientifique ou si le voyage dans la possibilité de voyager dans le temps pouvait s'admettre. Ça me revient. Ok. C'était pour le public, bien sûr, pour la question. Personnellement, je m'en balance complètement de savoir comment marche la machine, pourvu que dans mon bouquin elle marche. Et pour que dans mon bouquin elle marche, il faut que ce soit cohérent par rapport au personnage, que eux y croient totalement. Que moi j'y crois ou pas, peu importe, pourvu que ce soit, je répète, cohérent pour le livre et pour le lecteur. Donc la plupart du temps, j'utilise des systèmes un peu à part. Dans Chien Bleu Couronné, qui n'est pas ici, par exemple, c'est un gars qui sommeille, qui dort par la drogue et qui finit par remonter le temps. Et dans les autres bouquins, dans Les Pirates du Temps, dans Papa, j'ai remonté le temps, c'est un petit appareil qu'on agit, on marque la date dessus, puis on voit où c'est marqué, il y a un gars qui a inventé ça. Pourquoi un petit? Parce que ça peut se planquer. Quand on se balade dans le temps, je sais par exemple à l'époque des Incas, si les gars se plaquent avec une grosse fusée, que non, ça ne marche pas. Alors est-ce qu'il prend un cuit-coup? C'est une espèce de machine à calculer en cordelette un cas, comme ça il peut la balancer dans sa poche. Et de même, à d'autres moments, quelque chose de discret, quoi. C'est exactement le principe des temps parallèles de Silverberg ou de La Patrouille du Temps de Paul Anderson, où on ne prend pas un gros dispositif avec soi. À partir de là, donc, je n'ai pas développé la façon dont la machine marchait, j'ai dit ça marche. Et à partir de là, ça marche, bien entendu. Et là, les problèmes surgissent, mais ce ne sont pas des problèmes de machine. Oui, c'est vrai que la question de savoir si on a besoin de se déplacer avec, ça, je trouve important aussi, c'est ça, si on peut le mettre dans sa poche, tout d'un coup, on peut vivre toute une aventure sans limite ou presque, puisqu'on pourra repartir de n'importe où tant qu'on a l'objet dans la poche. Sur Retour vers le futur, par exemple, c'est une voiture, donc on sait qu'on peut se déplacer d'une ville à l'autre sans trop de problèmes. S'il faut repartir de l'autre endroit, ça pose moins de problèmes. Enfin, en tout cas, sur le papier, ça marche. Moi, c'est aussi un choix d'avoir un point fixe, parce que mon héros doit résoudre quelque chose à un endroit, une ville particulière. Il n'a pas besoin d'aller à Paris, je sais pas où. Il n'a pas besoin de se déplacer au cours de son aventure. Par contre, il aura besoin de retourner à l'ascenseur. Et est-ce qu'il va pouvoir y accéder ou pas, ça c'est un autre problème. Mais voilà, le point, savoir pourquoi le héros a besoin de voyager dans le temps, qu'est-ce qu'il va faire dans son voyage dans le temps et à quel moment il aura besoin de repartir, peut déterminer les caractéristiques de la machine, si machine il y a. Oui, excellent, juste un petit détail que j'ai oublié. La machine en elle-même, non. Mais le problème de la durée est relative. Au début, je me suis dit qu'il va revenir au moment où il est parti. C'est souvent incohérent par rapport à ce que j'écrivais. Alors, j'ajoute la durée qu'il a passée, je ne sais pas, en 1920 par exemple, et ce qui fait qu'il faut calculer quand même, il faut faire très attention à ça. Donc, il y a quand même des contingences, mais pas de machine. Alors moi, au contraire, ça dépend. Dans l'air de Cain, qu'un voyage dans le temps, il s'en rend compte, il est subjectif, peut-être que c'est certains personnages se demandent si c'est pas un malade, c'est-à-dire que c'est simplement quelqu'un qui se prendrait pour Cain, et à chaque époque où il arrive, les gens vont douter, lui il est persuadé qu'il l'est, mais il finit par douter lui-même. En revanche, dans La Tempête de Mozart, pour moi ça a été très important, et alors là je me suis basé sur la thermodynamique et sur l'entropie, c'est-à-dire j'avais envie d'avoir une théorie physique, j'ai pas mis 15 pages de calcul, mais en fait l'idée, et donc c'est une théorie physique qui existe, de dire que le temps serait une fonction de l'énergie.
Donc pour voyager dans le temps, il faudrait réinjecter de l'énergie, mais ce qui ajoute des contraintes. À la fois, il faut rajouter beaucoup d'énergie, donc on ne peut pas remonter où on veut, et d'ailleurs l'époque du XVIIIe siècle apparaît comme ça, comme une limite, et ils se rendent compte, par ce qui leur apparaît au début comme un paradoxe, mais qui est une raison, qu'ils peuvent remonter juste à la mort de Mozart et pas tellement après, pas tellement plus loin dans le passé. Donc ils sont coincés, ils sont pris par le temps, parce que la quantité d'énergie devient de plus en plus phénoménale au fur et à mesure qu'on veut aller vers l'arrière. Et donc c'est une première contrainte majeure. Et il y a pour la dimension aussi du lieu, c'est intéressant parce que moi aussi, ils sont pour réduire l'énergie, il faut réduire la distance, et ils sont obligés, ils ont décidé d'aller chercher Mozart la nuit de sa mort. Et donc il se trouve que la maison où est mort Mozart a été détruite, et il y a depuis un supermarché. Donc, comme c'est un milliardaire qui monte l'opération, le milliardaire achète le supermarché, qui existe toujours, qui est à Rennes, et il achète le supermarché et il fait des travaux pour installer sa machine pour être au plus près. Donc, c'est l'idée d'une contrainte forte, et avec du coup, le temps aussi qui s'écoule là-bas. Et le fait que je me disais, finalement, quand il y a des voyages dans le temps, on pourrait revenir 10 fois pour corriger éventuellement son erreur. C'est-à-dire qu'on commet une erreur, c'est facile. Déjà chez Wells, c'est ça. Déjà chez Wells, il revient le passé, il déplace de quelques mètres sa machine, et puis c'est bon. Voilà, c'est ça. Moi j'aime bien mettre mes personnages dans des situations difficiles. Donc je me suis dit, il ne faut pas que je leur facilite la tâche. Et dès le premier voyage, je casse la machine. Donc aussi pour dire, enfin je casse la machine quand ils se retrouvent avec Mozart dans le présent, donc pour savoir ce qu'ils vont pouvoir en faire, puisqu'il y a la question aussi des paradoxes. Sur l'énergie à dépenser, des choses comme ça m'a fait penser au retourneur de temps dans Harry Potter. Vous voyez, il y a des grandes théories qui disent pourquoi finalement est-ce qu'on n'a pas retourné le retourneur de temps 12 millions de fois pour remonter avant qu'il y ait tous ces problèmes, avant que Voldemort... finalement, pourquoi on ne fait pas ça? On essaye de mettre aussi des limites à ce qu'on peut faire ou pas faire, parce que sinon tout est possible, quoi. Voilà, si on retourne le temps juste d'une heure, c'est facile. Si on retourne de 12 ans en arrière, il faut compter un moment. Oui, mais c'est vrai que ça dépend, il y a des auteurs qui aiment bien être très libres. Moi, souvent, j'aime bien à créer un cadre qui va imposer des règles. Et même si c'est de la science-fiction, les personnages ne peuvent pas remonter n'importe quand dans le temps, où ils vont avoir cette contrainte qu'un deuxième voyage utiliserait tellement d'énergie, c'est quasiment toute l'énergie de l'Europe qu'il faut pour repartir. Donc il faut qu'ils économisent leurs moyens, c'est pas simplement une machine qui... On revient à Retour vers le futur avec est-ce que la machine fonctionne avec du plutonium compliqué à trouver, ou une peau de banane et une canette, et tout d'un coup ça ouvre beaucoup plus de possibilités, sauf si on arrive à casser la machine pour mettre un petit peu les héros dans la panade. Parce que, voilà. Après ça oblige dans un registre différent, c'est le fameux téléporteur de Star Trek, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'à un moment le téléporteur marche pas, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. C'est ça qui est intéressant. Il y a des pannes, des trucs. Que la machine marche à l'aller, au retour, c'est plus compliqué. Très bien, je ne sais pas s'il y a des réactions dans le public, si vous voulez réagir par rapport aux machines, si vous avez envie ou peut-être déjà contre une machine dont vous voudriez présenter le brevet ici, c'est le temps d'enchette. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà voyagé dans le temps? Je pense que c'est une bonne question. Je cite ma culture personnelle, mais fameux épisode de Big Bang Theory où il signe un contrat en disant si l'un de nous deux fabrique la machine à voyager dans le temps, qu'il arrive dans les 5 minutes ou dans les 5 secondes, ils attendent, non, bon tant pis, et voilà, c'est autre chose. Moi je me rends compte que ça marche, c'est peut-être que quand je vais chez le docteur, je suis pas bien, je me sens déjà mieux avant d'y aller. Donc vous voyez, il y a un effet sur le temps rétroactif, bien sûr, le temps est pour eux, c'est comme ça. Ah, une question. Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce qu'on disait Jean-Sébastien Guillermo sur le problème du temps. Est-ce que le temps existe? Ça m'a fait penser au L'Envoyé de Stephen King. Là, carrément, le passé n'existait pas parce que le passé était dévoré au fur et à mesure qu'on avançait, qu'on progressait dans le présent. Et donc, il a complètement flingué la théorie du voyage dans le temps en disant de toute façon, si vous retournez dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien dans le passé est mort. Et je sais pas, l'idée de l'impossibilité que le passé, le présent et le futur n'existent pas m'a refait penser à cette histoire
où finalement le voyage dans le temps est tout simplement impossible. J'avais beaucoup aimé cette histoire. Vraiment une histoire géniale, l'envoyé de King, parce que là, pour le coup, ça devient vraiment un voyage anxiogène impossible. Et c'est vraiment, pour le coup, original. J'aime beaucoup aussi cette histoire. Merci. Donc, sinon, parmi donc les questions qu'on peut se poser, c'est sur les particularités et éventuellement les pièges ou paradoxes du temps qui vous intéressent le plus. Qu'est-ce qui, finalement, va être le plus problématique dans le voyage par rapport à la vie de ceux qui subissent le temps Alors le paradoxe temporel, c'est le truc sur lequel il ne faut pas se planter. En général, quand on fait du voyage dans le temps, parce qu'il y aura toujours quelqu'un à un moment qui aura envie de faire un schéma pour voir si ça marche. D'ailleurs, quand on regarde Looper, c'est loupé, ça marche pas. Ça marche rien, la première boucle pas, donc ça ne marche pas. Et c'est assez flagrant quoi. Quand on s'intéresse un peu au voyage dans le temps, sur l'idée d'accord, mais ça marche pas. Moi j'y ai fait très attention, bien sûr, d'autant plus que je m'adresse quand même à un public jeunesse, donc on ne peut pas leur raconter n'importe quoi, parce qu'ils ne laissent absolument rien passer, si ça marche pas, ils le savent tout de suite. Donc des adultes aussi, ils sont plus sympas, les adultes, ils laissent passer, les enfants non. Clairement, on dit c'est plus facile d'écrire de la jeunesse, je crois pas. Voilà, dans la première boucle, on va dire, de l'aventure, le héros se fait raqueter, a un gros problème, se retrouve avec le nez cassé, va vivre très mal cette histoire-là. Quand il sera grand, il va construire cette machine à voyage dans le temps pour aller se sauver lui-même, ne va pas l'utiliser, un autre personnage va l'utiliser, revenir, l'empêcher d'avoir le nez cassé. En théorie, à ce moment-là, il n'a plus aucune raison de construire la machine à voyage dans le temps. Donc l'autre n'a plus de raison de venir, donc ça marche pas. Donc je ne sais pas si on entend. Donc voilà, toute la question c'était de se dire, donc première boucle, il a un problème qui lui fait construire cette machine à voyager dans le temps, et deuxième boucle, il va falloir que même s'il a été sauvé, il ait une vraie raison de construire cette machine à voyager dans le temps. Alors, sans trop spoiler cette histoire, l'idée c'est de se dire que l'aventure qu'il va avoir vécue avec ce personnage qui va venir du futur et qui va vivre des choses avec lui et qui va lui permettre d'apprendre des choses sur lui-même, il a tellement apprécié cette aventure-là que même s'il n'en ressent pas le besoin pour se sauver lui-même, puisque voilà, il n'a plus de raison d'être sauvé, puisque tout va bien, il a été sauvé, il va quand même construire cette machine et il va quand même éventuellement mentir en faisant semblant d'être toujours dans la première boucle, de manière à ce que les événements arrivent de toute façon. C'est pas un côté destin, fatalité ou autre, c'est vraiment un choix de faire en sorte que ça arrive. Donc voilà, parce que sinon l'aventure n'existe pas et donc c'est tout à recommencer, il se refait casser le nez, il reconstruit la machine à voyage dans le temps et on repart comme ça à l'infini. Donc il faut une vraie raison pour qu'il y ait une première boucle et que la deuxième boucle permette des événements suffisants pour que la machine existe et que au point de départ ça soit juste. Je suis un peu confuse, peut-être. Voilà. Lisez le bouquin. C'est un beau plan. Merci bien, Guillermo. Alors, les paradoxes ou les pièges qui vous intéressent le plus dans les voyages dans le temps? En ce qui concerne les voyages dans le temps, ce qui m'intéressait, c'est ce que disait à la fois la science, à la fois la philosophie, et pour essayer de réinventer, alors à mon humble niveau, le voyage dans le temps, et ce que je parlais tout à l'heure de questionner la réalité, finalement, c'est ça qui m'a interpellé. Finalement, on parle de voyage dans le temps, mais dans le temps de quelle réalité? Et moi j'en suis venu à la conclusion que, je ne suis pas venu personnellement à la conclusion, mais à force de lire des articles scientifiques, qu'on a affaire plutôt à un univers cyclique, ni circulaire ni répétitif, et donc un univers cyclique avec chaque instant qui est ni une cessation ni un commencement. Et ça pose beaucoup de questions, et finalement le piège dans tout ça, pour revenir à la question, c'est que le voyage dans le temps, ça nous pousse à nos limites cognitives. Parce que finalement, ce ne sont que des jeux d'esprit, le voyage dans le temps. Et quand vous étudiez la mécanique quantique, là on est en train de discuter entre nous, on est dans la physique, on va dire, relative. Si je laisse tomber ce micro par terre, il va tomber, et il y a très peu de chances qu'il puisse revenir sur la table. Mais en mécanique quantique, c'est tout l'inverse. Le temps, ça n'a aucun sens.
il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus de... Si vous avez deux particules qui se rencontrent, ou qui se séparent, on n'a aucun moyen de savoir quel est le début et la fin du processus. Et finalement, le temps, comme l'espace, c'est une question de perception avec des éléments, on va dire des référents. Là, je sais que je vieillis, malheureusement, j'ai un peu plus de cheveux blancs cette année. Voilà, je sais que le temps passe, mais grâce à des référents. Mais finalement, à l'absolu, il n'y a pas de référent. Et c'est finalement le temps, comme l'espace, c'est une question de perception. Et ça, c'est quelque chose qui est assez troublant, je pense. Là, j'ai cassé l'ambiance. Non, mais ça m'a ennuyé de faire un voyage dans le temps sans me poser des questions qui concernent l'univers, parce que finalement, c'est quelque chose de très intime comme question. Qu'est-ce que le voyage dans le temps? Et c'est difficile d'avoir une réponse. Je pense qu'on peut avoir une réponse. Hein. L'humilité nous pousse à dire voilà, c'est ma réponse, mais il n'y a certainement pas une réponse et encore moins une vérité. Je me souviens de la question. Oui, le paradoxe, c'est de très loin ce qui m'intéresse le plus en tant qu'écrivain à ce moment-là, et lecteur aussi, deux facettes d'une même pièce, parce que c'est là qu'on utilise véritablement à fond le thème du voyage dans le temps. Et le problème, c'est d'aller jusqu'à un certain point, mais pas trop, parce que ça ne marche pas. Si on veut être cohérent jusqu'au bout, on se rend compte qu'à partir d'un certain stade, quelqu'un qui veut vous contrer finira par y arriver, parce que ça ne marche pas. Donc il faut savoir donner des explications jusqu'à un certain point. Ce qu'il faut, c'est que le lecteur, lui, y croit. Et pour que le lecteur y croit, il faut que les personnages, eux, comme je disais tout à l'heure, y croient. À partir du moment où le lecteur est complice, où il a envie que ça marche, ça marche. Il ne faut pas se poser trop de questions. Sinon, si on cherche la petite bête, on finira toujours par coincer l'écrivain aussi loin qu'on est été, parce que le paradoxe temporel, au bout d'un moment, c'est impossible. Mais c'est pour ça que c'est le thème le plus riche qui soit, justement. Et c'est pour ça que les meilleures histoires de voyage dans le temps, ce sont des histoires qui utilisent des paradoxes. Relisez Heinlein, par exemple, relisez tous les écrivains qui sont, que ce soit en nouvelle ou en roman, c'est là qu'on se régale en tant que lecteur et qu'on se rend compte que ce qui est le plus important dans le voyage dans le temps, c'est comme dans tous les autres bouquins, même en dehors de la science-fiction, c'est le personnage. C'est nos personnages qui sont finalement bien vivants à l'intérieur et à qui il arrive des choses, à qui il arrive des paradoxes et qui se heurtent à leurs propres insuffisances. Que ce soit dans le futur, là c'est relativement confortable, ou dans le passé. Parce que là, ça devient très gênant pour eux, étant donné que les responsables des paradoxes qui se produisent, c'est 9 fois sur 10 les personnages eux-mêmes. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont entrepris, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je me souviens d'une histoire, par exemple, où quelqu'un va dans un futur, pas trop éloigné, quelques dizaines d'années, il se rend compte que la race humaine vient d'être remplacée par une race d'insectes. Il y a de gros problèmes. Il réussit à revenir chez lui, mais il ne sait pas d'où viennent ces insectes, parce qu'ils n'existaient pas quelques dizaines d'années auparavant. Et en rentrant chez lui, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Il ouvre sa valise et il se rend compte que c'est lui qui a ramené 2 cocons d'insectes, et bien d'autres qu'il est responsable de ce qui va se passer. Vous avez d'autres histoires qui vont dans l'autre sens. Encore une histoire, je ne sais plus les titres, en nouvelle. C'est un écrivain qui a appris qu'un poète anglais, ça doit être Shelley, avait écrit un poème, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. Il s'est interrompu avant la fin, il n'a jamais publié la fin de son poème. Comme lui-même est un spécialiste de la poésie anglaise, il réussit à se procurer une machine temporelle, à remonter le temps, jusque dans les années, il y a un siècle auparavant, et à monter en haut d'une colline où habite ce fameux poète, aller sonner à sa porte, et à ce moment-là, vous avez le poète Shelley qui sort, qui ouvre, et qui lui dit « Bonjour, que voulez-vous » Ah mon Dieu, j'étais en train d'écrire un poème, je ne sais plus ce que j'ai raconté pour la fin. Mais vous avez donc, le fautif, c'est celui-là. Et c'est absolument comme ça 9 fois sur 10. C'est pas toujours aussi rigolo. À ce sujet-là, les nouvelles sont encore mieux adaptées, je crois, que les romans au voyage dans le temps. Lisez ou relisez au livre de poche cette petite anthologie qui s'appelle Histoire du voyage dans le temps. Vous aurez tout compris. Il y a absolument tout ce qu'il faut là-dedans. Et ça vous racontera ça mieux que moi. Bingo. Oui, alors, moi j'aime beaucoup les nouvelles, j'en écris, j'ai coordonné plusieurs anthologies de nouvelles, mais c'est vrai que je préfère le format du roman, et notamment par rapport au paradoxe dans le temps, parce que ça permet d'avoir une durée et de jouer sur ce paradoxe. Et justement, donc, par exemple, dans La Tempête de Mozart, ce qui m'avait plu, c'était de dire, de faire, bon, au départ, se dire on fait revenir Mozart, d'autant qu'ils ont un contrainte qui est qu'ils ne peuvent aller le chercher que dans le dernier jour de sa vie, ça leur laisse une certaine latitude, c'est-à-dire qu'ils se disent on peut éventuellement le ramener ou ne pas le ramener puisqu'il sera mort, donc éventuellement on peut le remplacer par un cadavre, personne ne se rendra compte, surtout que Mozart est quelqu'un dont on connaît très très bien la vie, donc il ne pouvait pas forcément, mais le piège c'est de savoir si Mozart veut revenir.
Et en plus, dans le roman, petit spoiler, mais on peut lire le roman jusqu'aux dernières pages, on ne devine pas ce qui se passe. Je donne toutes les clés, mais elles sont tellement mélangées qu'on ne devine pas. Petit spoiler, ils sont obligés de ramener la famille Mozart. C'est-à-dire qu'il y a Mozart, mais il y a aussi sa femme et ses 2 enfants. Et alors c'est beaucoup plus compliqué parce que la famille Mozart a joué un rôle très très important, notamment sa femme qui s'est remariée avec celui qui a réuni l'œuvre de Mozart. Donc si sa femme disparaît, et bien Mozart disparaît. Donc tout le temps est avec une machine cassée qu'il faut qu'il répare. Et surtout, il ne faut pas que la femme ni les enfants réalisent, puisque eux, Mozart, ils peuvent décider de le ramener ou pas, mais il ne faut pas que la femme et les enfants, qui sont obligés d'essayer de ramener s'ils ne veulent pas modifier le temps, ne soient pas conscients. Donc ils sont obligés de monter une comédie pour faire comme s'ils étaient dans le XVIIIe siècle. Bien sûr, ça ne marche pas jusqu'à un certain point. Hibernatus, c'est comme Hibernatus, vous êtes obligé de monter une comédie. Voilà, et à chaque fois, je m'amuse à casser chaque plan pour essayer de déjouer l'erreur qui a été commise ou l'accident. Donc j'aime bien jouer sur les choses en cascade comme ça qui bloquent, et c'est vrai que c'est l'avantage des paradoxes temporels, et d'autant qu'il se pose la question, Mozart, s'il le garde dans le présent, ça va avoir un impact formidable. S'il laisse Mozart repartir dans le passé, il aurait écrit d'autres choses, il aurait pu avoir un impact. Il y a même un personnage qui dit si Mozart avait vécu plus longtemps, ça aurait renforcé la culture germanique, ça aurait pu permettre la victoire de l'Allemagne nazie. Enfin, ils arrivent dans des changements formidables. J'aime beaucoup ce que tu dis à propos de Mozart. En fait, ce qui est bien aussi, c'est quand il y a un impact émotionnel. Et là, il y a vraiment une dimension émouvante. Et ça me rappelle un petit peu, je ne sais pas si tu as vu Doctor Who, un épisode avec le docteur qui remonte le temps, qui va voir Van Gogh avec son ami. Et donc Van Gogh est dépressif, il passe un excellent moment, et au bout d'un moment, il est temps d'y aller, et puis Van Gogh, lui, il doute, il n'a jamais vendu une peinture, mais il faut le quitter. Jusqu'au moment où il culpabilise, on ne peut pas laisser Van Gogh comme ça, ils vont chercher Van Gogh, ils le ramènent au Louvre. Au Louvre, il y a le directeur du Louvre qui est très collé-monté, et puis Van Gogh hallucine, il voit ses toiles, mais où suis-je? Et on lui pose la question, que pensez-vous des peintures de Van Gogh? Écoutez, tout simplement, je pense que c'est tout simplement le plus grand artiste de tous les temps. Et là, il y a Van Gogh qui est en larmes, qui le prend dans ses bras, et c'était vraiment drôle et émouvant à la fois. C'est un épisode qui m'a retourné. Je pense que c'est le voyage dans le temps. On parlait de la mort tout à l'heure, mais c'est vraiment une excellente source pour raconter des histoires émouvantes et bouleversantes, parce que ça nous rappelle notre propre condition, notre propre mortalité, nos fantasmes, nos rêves et tout simplement nos regrets. Le voyage dans le temps, c'est la vie, je pense, tout simplement. Je pense, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une nouvelle qui est toujours dans ce même fabuleux recueil Histoire de voyage dans le temps. Comment fut découvert Morniel Mattaway, un écrivain surtout de nouvelles qui s'appelle William Tenn, où vous avez un historien de l'art du futur qui vient à notre époque pour aller rencontrer le fameux Morniel Mattaway, qui est le plus grand peintre de l'histoire. Et il tombe chez un peintre misérable, minable, ce qui est absolument raté, qui est rien du tout. Et je ne vous raconte pas la fin là non plus, mais c'est l'intervention de ce voyageur du futur qui va déterminer ce que sera plus tard Morniel Mattaway. Précipitez-vous sur Price Ministère et achetez Voyage dans le temps. J'ai pas d'article là-dedans. Vous verrez, vous aurez tout compris et puis vous passerez un super moment. Vous avez tout ce qu'on vient de raconter maintenant. Je voulais juste rebondir sur ce que Jean-Sébastien disait par rapport à l'émotion. Parce que comme je disais, quand j'ai préparé ce roman, j'ai posé la question à beaucoup de gens autour de moi pour savoir s'ils pouvaient voyager dans le temps de leur vie, où est-ce qu'ils iraient. Et j'étais hallucinée de voir à quel point les gens se rattachaient à un souvenir, à un lieu, à une personne disparue à qui ils auraient voulu dire quelque chose. Voilà, où vraiment on est sur l'émotionnel, effectivement, sur ce qui nous a construit, sur ce qu'on a perdu. Donc finalement, c'est vrai que c'est pour ça que même des enfants retournent dans leur passé pour voir leurs parents quand ils s'occupaient d'eux, quand ils étaient bébés. Il y a spontanément, les enfants vont plus volontiers vouloir voir ce qu'ils vont devenir quand ils seront grands, mais pas tant que ça. On se rapproche à l'émotion, effectivement. Et c'est vrai que moi je sais que travailler avec Mozart, parce que je suis à la fois, pour moi, j'essaye d'avoir un maximum de documentation. C'est-à-dire que quand je travaille sur un thème, je vais lire, et donc j'ai lu plusieurs biographies de Mozart, etc. Et à un certain moment, j'avais l'impression de travailler avec lui, à côté de lui.
et c'est vrai que ça crée une empathie, surtout que Mozart est un personnage, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent sa biographie, mais qui est vraiment très très attachant. Sa musique est sublime, mais c'est vraiment bon, quelqu'un qui est mort jeune, mais qui a eu à la fois cette carrière d'enfant prodige où il était adulé, et puis après, toute la fin de sa vie, il a eu du mal, donc tout est lui. Il est même resté parfois plusieurs mois, voire plusieurs années sans écrire, alors qu'il adorait écrire et il était obligé de composer des musiques pour des boîtes à musique parce que personne ne voulait écouter. Donc, il y a un côté dramatique aussi dans sa vie qui là donne envie de témoigner de l'homme derrière l'œuvre qui est toujours difficile d'être en avance sur son temps. Est-ce que ces questions de paradoxe évoquent quelque chose dans le public? Oui? En fait, une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, votre petit garçon, c'est quoi le prénom du personnage? Brett. Brett? Oui. Brett, parce que sa mère et femme d'Anne d'autres. Si effectivement, Brett revient dans le temps pour le prévenir de ne pas se faire casser le nez. Enfin, de faire attention. Effectivement, le gamin va faire attention. Du coup, lui, il va revenir dans le futur, et imaginons qu'il casse la machine pour dire je ne veux plus voyager dans le temps et qu'il ait prévenu le gamin avant de ne pas voyager dans le temps. Dans son présent à lui, du coup, il se sera fait casser le nez. Par contre, son passé de lui ne se sera pas fait casser le nez. Oui, alors toute la question est là, en fait, se faire casser le nez ou pas. Mais du coup s'il décide de reconstruire la machine à voyager dans le temps, et qu'il retourne lui-même dans son passé, du coup, il n'aura plus le passé que lui il aura vécu, il aura le passé de son passé à lui. Le passé de son passé à lui. Enfin, il aura le passé, il aura le présent de son passé. En fait, il vit. Si tu cherches, tu casses. Il vivra ce que son passé sera en train de vivre, mais pas ce que lui aura vécu dans son passé. Oui, en fait, ce sera deux boucles différentes. C'est ça. Oui, pour moi, c'est vraiment. Alors, je parle de boucles comme. Alors que c'est pas des boucles comme, par exemple, Un jour sans fin, où là, on boucle sur la même journée. Là, c'est vraiment une boucle temporelle. Voilà, c'est pas la même chose. Mais je parle de boucles quand même parce que pour moi, c'est ce mouvement-là. Dans ma première idée, c'était lui-même vieux, à 80 ans, qui venait se rassurer quand il était petit. Donc on avait un rapport comme ça de ce papy avec un gamin de 10 ans, mais c'était lui à différentes périodes de sa vie. Mais on avait tout un thème autour de la nostalgie, et finalement c'était un petit peu compliqué à traiter, auprès des éditeurs qui n'étaient pas complètement convaincus sur le fait de traiter de la nostalgie pour des enfants de 10 ans, alors que moi, je veux dire, regardez n'importe quel Pixar et vous saurez qu'on peut parler de nostalgie à des enfants. Mais voilà, et du coup, ils m'ont dit essayez de voir avec un personnage adolescent. Je voulais pas trop parce que ça faisait rapprocher trop le bouquin d'un film qui est très bien aussi sur le voyage dans le temps, un dessin animé de Disney qui est passé complètement inaperçu au niveau de sa sortie, qui s'appelle Bienvenue chez les Robinson. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, il est très bien fait sur le voyage dans le temps, et on a un rapport comme ça. Bon allez, je suis dans les spoilers, père-fils, qui est assez proche du roman, mais suffisamment éloigné pour que j'y aille quand même, parce que tant qu'à faire, faisons des choses qui n'ont pas été déjà faites. Et du coup, ça va être... j'en dis beaucoup, mais c'est pas grave. Dans l'histoire, donc ce personnage de Brett va parler toute sa vie du fait qu'il s'est fait raqueter, du fait qu'il se soit fait casser le nez, et oh là là, comme sa vie aurait été différente si jamais ça ne lui était pas arrivé. Mais il va avoir tellement la trouille d'utiliser la machine à voyager dans le temps qu'il a construite qu'il va pas y aller, ce qui va très beaucoup énerver son gamin de 14 ans. Son fils, qui a vu toute sa vie son père avoir peur, à un moment il va dire bah, moi j'y vais, moi je prends la machine à voyager dans le temps et je vais aller te sauver quand t'étais petit. Enfin, il lui dit pas, mais donc il y a ce rapport père-fils avec ce fils qui est plus âgé que son père, du coup, et cette relation qui va se nouer entre les deux, très attachante, où ils vont pouvoir enfin se dire des choses qui se sont jamais dites parce qu'ils étaient dans le conflit. Et en fait, donc, quand le fils va pouvoir repartir après avoir changé la vie de son père, on va dire, le père va quand même construire la machine à voyager dans le temps pour vivre ça. Et donc la première boucle, il se fait casser le nez, il construit la machine, c'est son fils qui part. Dans la deuxième boucle, il se fait pas casser le nez, il va quand même construire la machine pour que son fils parte. Il va lui mentir pendant des années en ravageant cette histoire pour qu'il parte jusqu'au moment où là, il va, enfin, voilà, on va avoir le même Brett adulte qui va intervenir dans l'histoire pour expliquer ça aussi, et à ce moment-là la relation père-fils elle va être complètement différente, et c'est pour ça qu'il a quand même construit la machine à voyager dans le temps, c'est pour ne pas perdre cette relation-là qui était voilà, importante à vivre. Quand il était petit, il a eu un souvenir très fort de ça,
Et même si ça l'oblige à mentir à son fils pendant des années et à se comporter comme un lâche, en ayant la trouille de ça pendant des années, même, voilà, il va le faire quand même pour maintenir cette relation qu'il a vécue petit et pour la vivre en tant qu'adulte après, et développer une relation différente dont il ignore l'issue, mais avec son fils quand il sera plus âgé, après cette aventure. Bon, je vous ai dit beaucoup de choses. Mais... voilà, et après, donc comme de toute façon le fils part, l'histoire est bloquée, entre guillemets, il n'y a pas de risque que le fils ne part pas, il n'y a pas de risque que l'histoire n'arrive pas, il n'y a pas de paradoxe, ça marche. Quand même répéter l'histoire de manière à oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le risque et c'est un petit peu l'angoisse du personnage qui va se dire mais comment je vais faire, est-ce que je vais y arriver? Mais oui, tu vas y arriver. On va pas te dire comment, on va pas te dire qui sera ta femme, on va pas te dire qu'est-ce qui va t'arriver, mais tu as juste à savoir que oui, tu vas y arriver un jour, quoi. Donc voilà, et il sait qu'il peut le faire, il va le faire. Merci. Est-ce que ça évoque des réactions Ce que tu demandais comme question, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que si on essaie de faire trop appel à la logique, de vouloir expliquer les choses absolument, au bout d'un moment ça marche pas. Ça marche pas, on se fait coincer, on a pu faire ça le mieux possible, ça marche pas. Ça marche pas, sauf si on décide qu'on s'en fiche. Il y a des auteurs qui l'ont fait, par exemple Barjavel dans Le Voyageur imprudent. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Enfin, c'est un gars qui remonte jusqu'au siège de Toulon et qui tue son grand-père. Bon, c'est ça. À partir du moment où il tue son grand-père, et c'est l'auteur Barjavel qui est venu lui-même, s'il a tué son grand-père, il n'est jamais né. Donc il n'est pas venu à notre époque, il n'a pas pu retourner dans le temps et il n'a pas pu tuer son grand-père. Et s'il n'a pas pu le tuer, donc il est revenu, donc il est retourné, donc il l'a tué. Et s'il l'a tué, il n'a pas pu, etc. Voilà, ça c'est la boucle de Barjavel typique, on n'a jamais fait mieux ni pire. Et il y a une autre chose à définir à partir de là, c'est que pour contrer cela, la science-fiction, les auteurs de science-fiction qui ont très bien compris, ont inventé un sous-thème ou paradoxe, qui est fort bien expliqué chez Heinlein et chez d'autres auteurs aussi, c'est l'arborescence, c'est les lignes temporelles. Vous avez une ligne temporelle qui permet de descendre dans le passé, de faire une modification. Cette modification change l'avenir, mais pas celui d'où on est parti, un autre avenir, une nouvelle branche, etc. À partir de là, on peut quand même se retomber sur ses pieds, quoique. Mais enfin, sur la première erreur, ça y est, elle est contrée. Donc c'est un thème qu'on revoit très souvent. C'est Heinlein qui l'a expliqué le mieux, c'est pas lui qui l'a inventé, et on le retrouve très fréquemment, surtout ces dernières années. Des boucles. Et peut-être même plus, on voit dans la physique, notamment dans la théorie du multivers, l'hypothèse que tous les univers, tous les possibles à l'infini, ce qui nous dépasse forcément, se produisent. Donc nous serions dans une des positions et que toutes les autres, y compris peut-être un monde où nous nous apprêterions à voyager dans le temps réellement, pourraient exister. Alors moi j'ai peut-être une dernière question sur est-ce que le fait de travailler sur des voyages dans le temps a pu vous donner envie de travailler sur des romans historiques qui ne soient pas de SF, c'est-à-dire que chaque travail sur un voyage dans le temps demande quand même une recherche documentaire sur une époque du passé. Par rapport au sous-genre science-fiction, est-ce que vous avez eu envie de dire du coup je vais écrire un roman historique en étant qui soit accepté par les gens comme n'étant pas forcément un roman de SF? Alors moi les recherches documentaires pour les années 90 ça a été quand même assez facile. J'ai quand même vérifié à quelle date est passée la loi pour le port de la ceinture de sécurité à l'arrière et la date de sortie de Black or White de Michael Jackson, mais ça va, c'était pas non plus de la documentation de malade. Par contre derrière j'ai travaillé effectivement inspiré du mythe d'Abel-Équin mais pas que, sur un vampire à la fin du néolithique. Donc là pour le coup je me suis beaucoup plus documentée. Je dis pas que c'est un roman historique parce que c'est quand même de l'imaginaire et que j'ai pas voulu non plus faire un cours sur les haches en pierre polie quoi. Donc oui, je sais pas si c'est le fait de travailler sur du voyage dans le temps qui m'a amené à travailler sur des époques différentes. Toujours est-il que je travaille actuellement et j'ai déjà sorti un autre roman qui se passe plutôt dans le futur. Donc à choisir, historiquement ça m'intéresse, mais je vais être plus intéressée sur des perspectives d'avenir, avec choisir une branche, un point de ce qui pourrait être notre futur, et puis aller grossir ça et appuyer là-dessus. Donc voilà, je vais être plus sur le futur que sur le passé.
Qui Jean-Sébastien Guillermo, un roman historique à venir. Moi, c'est un peu de la triche parce que je suis historien de formation, donc je suis toujours été obsédé par l'histoire, si j'ose dire. Donc là, je prépare un 4e roman qui sera un roman historique, justement, un petit peu fantastique. Et non, l'histoire, ça a toujours été une passion pour moi, donc voilà. Je n'ai pas véritablement fait de lien entre le tome 3 et l'envie d'écrire un roman historique, parce que ça a toujours été un de mes rêves, justement, écrire un roman qui se passe dans un autre contexte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de mettre en abîme, finalement, certaines thématiques. Là, mon roman va se passer à l'époque, un moment où il y a une guerre de religion. Et ce qui est intéressant, c'est finalement, je pense que c'est profondément lié à ce qui se passe actuellement en Syrie, avec Daesh, avec les attentats, avec les guerres de religion. Inconsciemment, ça travaille. Finalement, je pense pas qu'un auteur choisisse comme ça un thème historique au hasard. Il y a forcément une mise en abîme, un écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Désolé, j'ai un peu divergé. Alors, a priori non, parce que je dissocie pleinement le roman historique de la science-fiction, y compris avec Voyage dans le temps, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'effectivement, il y a des périodes qui m'intéressent plus que d'autres, et on les retrouve dans ce que j'écris, donc ça c'est plutôt dans l'autre sens. Par exemple, pour écrire Les Pirates du Temps, comme j'aimais bien la période Inca, que je connaissais déjà pas mal, je l'ai étudié davantage, je suis devenu un spécialiste de la période Inca, et on retrouve tout là-dedans, qui est parfaitement réaliste, ce qui se passait. D'autres périodes m'intéressent beaucoup, la dernière guerre, ou alors pour remonter plus loin, les Égyptiens. Tout ça, on le retrouve dans ce que je raconte, mais c'est plutôt une espèce de décor. Pour le reste, j'ai écrit un roman qui se passe dans le domaine scolaire, que je connais bien, parce que j'ai été prof de français pendant 40 ans, mais j'ai modifié mes connaissances pour pouvoir les approcher de la science-fiction. C'est presque du voyage dans le temps quand même. Par contre, que ça me donne envie d'écrire un roman historique, non, ça serait plutôt l'inverse. Oui, c'est vrai que de toute façon, écrire surtout par rapport à des retours sur le passé, ça oblige à avoir une documentation. C'est parfois plus facile quand on a vécu cette période. Et donc, on n'est pas obligé d'aller très loin pour voyager. C'est vrai, se documenter permet d'avoir beaucoup de connaissances supplémentaires et ça aide beaucoup à l'écriture du roman. Oui, bien sûr. Le piège, c'est de leur mettre toute la doc dans le roman, parfois. Donc, il faut arriver à faire du tri. Mais oui, moi, ma question, c'était finalement, une de mes réflexions, c'était finalement se dire, les années 90, c'est pas si loin. Et pour des enfants de maintenant, moi, j'ai fait beaucoup d'interventions scolaires où je leur ai amené des objets des années 90. Une disquette, pour eux, c'est de la science-fiction. Ils n'ont jamais vu, jamais utilisé, ils ne savent pas ce que c'est. Quand on leur explique qu'on avait 5 chaînes de télé, déjà, c'est compliqué. Et qu'il n'y ait pas une chaîne spéciale dessin animé, ils nous regardent un petit peu bizarre. On explique qu'il n'y a pas Internet. Je leur ai montré des cassettes VHS, comment on s'en sert, en 45 tours. Certains ont déjà vu chez leurs grands-parents. Voilà, donc c'est pas si loin, et en même temps, pour eux, c'est de la science-fiction. Donc, ça m'intéressait ce rapport-là, de se dire, techniquement, on avance très vite, donc finalement, on n'a pas besoin d'aller très loin pour être très décalé par rapport à une génération présente. Je me rappelle une anecdote, j'avais été voir un James Bond où il y avait c'était des méchants écologistes, enfin pseudo-écologistes, etc. Et j'étais avec mon fils, à l'époque il avait une quinzaine d'années, et puis à la fin du film, donc on discute les méchants, etc. Et je dis, il y a une évolution parce que il y a 10 ou 15 ans, les méchants, ça aurait été les Russes, au moins les Russes du temps de la guerre froide, etc. Et puis je commence à lui parler. Et de ce que je dis, moi par exemple, pendant le souvenir que j'ai de la guerre froide, il me regarde et il me dit, mais t'as vécu avec la guerre froide? La glaciation. Et voilà, il me dit, mais pour moi la guerre froide c'est la préhistoire. Et j'ai eu un coup de vieux en lui disant, la guerre froide elle s'est finie à la fin des années 80. Tout ce qui se passe avant leur naissance. Pour les enfants, tout ce qui se passe avant leur naissance, à moins de faire un effort pour te faire plaisir, te la foutre la paix, surtout quand ils donnent des notes, c'est pareil. Pour Renaud, Johnny Hallyday, Ramsès II, c'est pareil. C'est pas comment. C'était du avant nous. Eh bien, très bien, sauf si on arrive à 15h, sauf s'il y a une remarque ou une question
dans le public. Je vous propose de fermer cette table ronde. Donc en remerciant Nadia Coste, Jean-Sébastien Guillermo et Raymond Milesi de bien avoir voulu participer à cette table ronde. Merci à toi aussi. Merci à vous.